bon pour moi. Ouais. Tu veux rester comme ça? Ouais. Je commence. Nazo? Bien, effectivement, j'étais jeune, j'avais 9 ans lors de mon premier tournage de long métrage avec un metteur en scène qui s'appelle Raoul Ruiz, qui était chilien mais exilé en France, qui tournait beaucoup de films à l'époque, des films à petit budget, mais des films de genre en fait, souvent des films de pirates, et dans lesquels il y avait souvent des scènes un peu gore. Je me rappelle que dans mon premier film, qui s'appelle donc La Ville des Pirates, qu'on a tourné au Portugal sur une petite île un peu très isolée avec une toute petite équipe, très petit budget, il y avait beaucoup de scènes avec des crânes, des vers. Du sang. Moi, je jouais une sorte de entre Peter Pan et Pinocchio et le diable. Qui es-tu? Un pauvre orphelin. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me cache. Et mon personnage revenait tous les 10 ans sous la forme d'un petit garçon qui tuait toute sa famille, qui les égorgeait et qui couchait avec sa sœur et qui enfantait un nouveau monstre qui 10 ans plus tard reviendrait pour perpétrer les mêmes crimes. Regarde, ça coule. Donc il y avait ce côté film un peu de série B, mais en même temps très poétique, très onirique. Et Raoul Ruiz était quelqu'un de très érudit, donc des films très stylisés, comme ça, mais avec un fond un peu de films pas déviants, mais en tout cas hors du commun, quoi. Eh ben, ce que j'avais vu sur le tournage enfant m'avait beaucoup intéressé, notamment la technique, tout ce qui était travelling, les effets spéciaux qui étaient faits. À l'époque, il n'y avait pas encore le numérique, tout ça. Du coup, c'était vraiment à l'époque, on allait chercher du sang de porc à la boucherie du village pour le jeter sur les actrices. Enfin, il y a vraiment un côté très artisanal. Des doigts en pâte à modeler qu'on tranchait avec un couteau, une gorge en plastique. Enfin, en pâte à modeler, il y avait un petit tuyau avec du sang et c'est moi qui appuyais sur la poire parce que ça m'amusait en tant qu'enfant de participer à tous ces petits trucages. Du coup, quand je suis rentré dans ma chambre d'enfant à Paris, j'ai reproduit un petit peu ce que j'avais vu, les effets spéciaux. Je me suis amusé avec la pâte à modeler, faire des cicatrices, du faux sang, et j'ai réalisé avec cette caméra vidéo des films de genre, des films un peu de gangsters, des films de science-fiction, mais tout seul dans ma chambre. Donc mais on voit bien un enfant qui s'amuse avec une caméra et qui essaie de comprendre comment on fabrique un film. Comme j'aurais pu faire des puzzles ou des jeux de construction, là c'était m'amuser à faire des plans, différents personnages, des entrées de champ, changer de focale. Voilà, un jeu. Tu vois cette arme? Tu la vois? Eh ben, elle est prête à tirer 6 balles de suite. Alors maintenant, j'espère que tu vas un peu réfléchir comme un adulte et enfin me dire où se trouve le pognon, ok? Alors ça m'a apporté l'idée que je comprenais comment on pouvait faire un film, que j'avais les aptitudes pour être metteur en scène. Après, c'était tellement le parcours du combattant de trouver un peu d'argent pour faire un court-métrage, de mobiliser toute une équipe, pas payée, des horaires infernaux. Après, le film terminé, il n'a pas été dans beaucoup de festivals, il n'a pas été acheté par une chaîne de télé. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit, genre, c'est pas pour toi, tu as la chance d'être acteur, d'avoir accès à des bons rôles, des bons metteurs en scène. Tu n'as pas forcément la niaque et la persévérance pour aller au bout de... Parce que j'admire beaucoup les metteurs en scène qui parfois passent 5 ans sur le même script, à se faire refouler de maisons de production, il faut réécrire, la fin ça va pas, il faut changer le casting. Enfin, il y a tout un côté, je trouve, un peu épuisant dans le parcours d'un cinéaste pour faire un film, et j'ai pas les épaules et j'ai pas surtout assez l'envie. Ma place, c'est d'être acteur. Tu vois cette arme? Tu la vois? Elle est prête à tirer 6 balles de suite. Alors j'espère que tu vas un peu réfléchir comme un adulte et enfin me dire où se trouve le pognon, ok? J'avais toujours ce fantasme de tourner avec des grands metteurs en scène
Et ça m'est arrivé à quelques reprises de tourner avec des vraiment grands metteurs en scène. Et je me disais, genre, c'est là vraiment que le cinéma a son intérêt, c'est d'être filmé et dirigé par quelqu'un qui est un artiste, quoi, qui a du génie, si possible. C'est plutôt qu'on n'arrive pas à me classer dans une catégorie. Par exemple, je fais jeune. On aimerait me trouver tout doux, tout mignon. Mais on s'aperçoit que je le suis pas. Alors on dit comme toi que je suis cynique. Mais non. Mais si. En fait, Rohmer, je l'ai rencontré grâce à Ariel Dombal qui jouait dans un film de Ruiz et qui m'a dit après le tournage, viens rencontrer Eric Rohmer, il cherche justement un jeune homme pour son prochain film, il faut qu'il soit aussi musicien et Ariel savait que j'étais guitariste. Tu vois, mon seul problème, surtout quand je suis en face d'un groupe, c'est pas tellement de communiquer comme on dit, mais d'être. Être ou n'être pas. Du coup, ça tombait bien, on s'est entendu avec Rohmer. Là, c'était quelqu'un de très différent. Rohmer était beaucoup moins onirique, beaucoup moins baroque. Le scénario était très écrit, très réfléchi. Chaque plan était très maîtrisé. Beaucoup de longs plans séquences, pas du tout de sang, pas d'effet spécial. Là, on n'était pas du tout dans le genre, sauf le genre film de Rohmer. Mais Moi, j'ai l'impression que le monde existe autour de moi, mais pas moi. Je n'existe pas. Mais il y avait quelque chose de très artisanal aussi, très petite équipe, mais assez littéraire. Et en faisant le film, je me suis rendu compte que j'avais la chance d'incarner un personnage très très bien écrit. Pour une fois, un personnage masculin principal dans un film de Rohmer. D'habitude, c'est plutôt des jeunes filles qu'on appelle les Rohmeriennes qui avaient les rôles principaux. Là, c'était un jeune homme qui était partagé entre 3 filles. Donc, il y avait un côté estival, la Bretagne. On a eu beaucoup de chance avec la météo. Il a fait très beau. Et du coup, il y a dans ce film une espèce de texture assez poétique, assez comme ça de la jeunesse qui est capturée, qui est assez beau. Ouais. C'est un film qui vieillit bien. J'ai pas envie d'observer. Je suis même pas observateur, je ne suis rien. Après, le film, quand il est sorti, il n'a pas eu un gros succès, mais on m'en parle encore aujourd'hui, donc ça a quand même marqué des cinéphiles en tout cas. Les garçons sont cons, mais qui sont cons. Une fille, elle doit être nulle, débile, demeurée, ça descend jamais à ce niveau-là. Et en vieillissant, je me suis dit genre ouais, mais tu vas pas tourner toute ta vie avec Rohmer et je sais pas Ruiz ou des gens comme ça. Du coup, ça peut être aussi intéressant de varier les rôles et d'être capable en tant qu'acteur de voyager d'un univers à l'autre et d'incarner tout à coup un jeune homme romantique et puis après quelqu'un de plus tourmenté, et puis en vieillissant de faire des rôles même de méchants, des rôles plus troubles. Enfin voilà, donc maintenant, plus que les metteurs en scène, c'est les rôles qui m'attirent et notamment les rôles que j'ai l'impression de ne pas avoir déjà joué parce que j'aime pas trop me répéter. Du coup voilà, l'originalité d'un nouveau rôle, c'est ça qui me motive. Je comprends pas. Je veux être une femme. Ensuite, un film de Xavier Dolan qui s'appelle Laurence Anyways, qui a marqué aussi les esprits des cinéphiles, qu'on a tourné en 2011-2012 au Québec. Qu'est-ce que tu regrettes? Il était tellement jeune quand on a fait Laurence Anyways, il avait 21 ans, que déjà à cet âge-là, il avait tout compris du cinéma, il maîtrisait tous les paramètres. Celui qui avait qui avait pensé les costumes, la musique en amont, celui qui a fait le montage, l'affiche. Enfin, je veux dire, il avait un côté un peu petit génie à 21 ans. Et puis plus récemment, L'amour et les forêts avec Virginie Fira, où je joue un mari abusif, disons. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Et puis mon rôle dans la série OVNI aussi, où je joue le professeur Didier Mathur, qui est un scientifique cartésien qui travaille au CNES, mais qu'on met un peu au placard pour étudier les phénomènes OVNI, donc ce qu'on peut pas expliquer, ce que la science n'explique pas, et qui tout à coup se remet son cartésianisme en doute et remet la science en question et finit par être abducté par les extraterrestres. Le travail, c'est plus important que moi. Eh ben disons que... J'ai pas mon bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Là, on est là pour le film de mon ami Graham Guide qui s'appelle Plus fort que le diable. C'est la première fois que je jouais un SDF, vraiment un clodo, un loser encore, enfin qui est bien au-delà de la loose, quoi. Madame, un peu de monnaie, s'il vous plaît. Et ça m'a éclaté. Je me sentais bien dans ce personnage. J'avais l'impression que je pouvais aller assez loin dans le côté déglingué et que ça rendait finalement le personnage attachant et comique. On est des gagnants, des perdants. Des perdants? De le voir se détruire, de le voir totalement largué. Et puis maintenant que j'ai sorti de l'héroïne, je vais retrouver du boulot. Alors déjà, j'ai tourné 3 fois avec Graham Guite, là, qui a fait Le plus fort que le diable. On est amis depuis 30 ans maintenant, 35 ans. On a
Bon, moi j'avais jamais démarré avant, mais j'ai fait ces 2 premiers films, Le ciel est à nous, Les kidnappeurs. Là, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble, on s'est retrouvés. Et c'est très agréable de travailler avec un ami aussi, quelqu'un qu'on connaît très bien et en qui on a confiance, parce qu'en plus, pour ce genre de film, qui est quand même un film assez extrême, il faut pouvoir se lâcher et pas être dans la retenue, pas avoir peur de montrer des aspects peut-être too much parfois, quitte à se planter, et puis après revenir en arrière. Donc ça me plaît toujours beaucoup de tourner avec quelqu'un que je connais bien. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. C'est un grand metteur en scène. Arnaud, il a vraiment un style à lui qui est pas facile à incarner, parce qu'il a une façon d'écrire des dialogues et de penser le jeu d'acteur de façon assez stylisée. Donc c'est pas facile de se mettre le texte en bouche, c'est pas facile de correspondre à ce qu'il lui-même a en tête. Parfois il mime les scènes et on se dit genre putain, mais je suis pas capable de jouer comme toi, c'est trop complexe finalement ce qu'il a en tête. J'avais 15 ans et ma vie s'était réduite à 1 cm². La souffrance était continue, mais je le savais pas parce que j'étais trop jeune. Et une nuit, je l'ai su. Et heureusement, on fait beaucoup de prises, on essaye plein de directions, mais c'est un des rares metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, un peu comme Romer, je dirais, qui fait parler les acteurs d'une certaine façon. C'est pas vraiment du naturalisme, il y a quelque chose de très stylisé dans les dialogues, même dans la mélodie des voix et tout ça. Donc ça demande beaucoup de travail, et puis c'est aussi un metteur en scène qui fait du théâtre, et je pense qu'il a aussi cette espèce de fascination pour le théâtre, ce qui fait que quand on joue des scènes avec lui, on fait des fois genre 30-40 prises et on essaye plein de directions différentes. Tout à coup, il dit cette scène-là, joue-la comme si tu étais amoureux, en l'occurrence Marion Cotillard qui jouait ma sœur. Mais alors maintenant, on va faire une prise au contraire où tu la hais, après on va faire une prise où tu ne l'aurais pas vue depuis très longtemps et tu la redécouvres. Enfin voilà, donc c'est vraiment il y a un côté un peu expérimental au moment du tournage qui est assez unique. Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer? Réparer quoi? Mais ma grande sœur, arrêtez sa haine! C'est pas un peu la même chose avec François Ozon? Non, parce que François Ozon, il est très efficace, il va très vite, il sait exactement ce qu'il veut. Il est plus comme Xavier Dolan, il fait le montage, il fait le cadre, il écrit ses scénarios, il va très vite, il est très productif. Du coup, lui, c'est l'efficacité. C'est-à-dire une fois qu'il sait qu'il a la prise qui lui convient et que ce sera monté de telle façon, hop, on passe à autre chose. Il n'y a pas le côté, on passe des heures et des heures à chercher la scène. Elle est dans le scénario, c'est plus à l'américaine, je dirais. J'ai travaillé des fois avec des Américains, il y a un côté genre, voilà, la scène c'est ça, on va pas se prendre la tête, on va pas chercher midi à 14h, tu la connais, tu la joues, et puis une fois qu'on l'a, on passe à autre chose. Roars into the lead behind some very aggressive driving by speed racer. You're kidding me? Just tossed like a new tailpipe. Moi j'ai commencé il y a tellement longtemps, dans les années 80 au Portugal, avec les petits films de Raoul Ruiz, qui étaient des tout petits budgets, mais qui étaient quand même des films qui étaient remarqués en tout cas par la critique, par les cinéphiles et puis par les festivals. Le premier film que j'ai fait, dont je parlais tout à l'heure, La vie des pirates, il était quand même en compétition à la Mostra de Venise en 83, non 83 ou 84. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer un film qui aurait coûté 150 000 € se retrouver en compétition à Cannes. Quoique il y a des exceptions, mais il y avait quand même une espèce de liberté dans le cinéma qu'on a peut-être un peu perdu. Maintenant, les choses sont devenues peut-être un petit peu plus commerciales, plus cadrées, plus calibrées. Plus calibré, il y a moins d'expérimentation, disons. Et puis aussi, l'arrivée des plateformes change beaucoup. Moi, on me propose beaucoup de séries, et ça tombe bien parce que j'aime bien faire des séries, parce que quand on a un bon rôle, on peut le développer sur beaucoup d'épisodes, voire plusieurs saisons, donc c'est intéressant. Mais les gens consomment beaucoup le cinéma ou les séries de leur domicile, quoi. Donc le cinéma n'a plus le même impact dans la vie des gens, je dirais. Tu sais pourquoi cet endroit s'appelle le Citadelle? Parce qu'il protège ceux qui lui sont fidèles. Bah oui, absolument. Bah, ça a changé dans le sens où, quand on a un bon rôle, je pourrais parler du gars qui joue dans Breaking Bad ou dans Le mec des Sopranos, ou même, ça arrivait avant, hein, parce que Peter Falk, il a fait Columbo pendant, je sais pas, 40 ans. Mais bon, c'est vrai, quand on chope un bon rôle dans une bonne série qui marche, on peut se retrouver avec le même emploi pendant des années, quoi. Et comme c'est un peu l'âge d'or des séries depuis quelques temps et qu'il y en a de plus en plus qui sont produites, moi je sais que j'ai eu la chance de faire OVNI, qui a eu que 2 saisons, mais qui était quand même un rôle très marquant. J'aurais pu continuer à faire le professeur Mature pendant des années, je ne me serais pas lassé. Là, la série sur HBO Max, pareil, le rôle me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir si on fait une saison 2, jusqu'où les auteurs vont aller. Donc oui, c'est tout à coup, on s'empare d'un rôle en tant qu'acteur, et puis on le travaille, on le fouille vraiment de fond en comble, quoi. C'est pas comme un film où tu as 1h30, 2 heures pour un personnage, et puis après tu passes à autre chose, quoi.
On l'arrache. J'aimerais bien faire un western. J'en ai fait un parce que j'ai joué dans Lucky Luke il y a quelques années. Luke est une légende et je ne laisserai personne le descendre à ma place. Il pleut. Ouais. Mais j'adorerais faire soit un shérif, soit un chasseur de primes. J'adorerais ça. J'aimerais bien faire un film de pirate. J'aimerais bien faire un film qui se passe dans l'espace. J'aimerais bien faire des flics, j'en ai pas fait de flics encore, donc ça m'amuserait. Des films avec des flingues. Un film d'horreur, on en parlait tout à l'heure avec Asia Argento, parce qu'Asia joue dans le film de Graham. Et puis on l'honore ici pendant le bif, du coup c'est un peu son moment, tu vois. Et elle a vraiment fait des films de genre, et j'adore aussi le cinéma de son père. Donc voilà, en fait il y a plein de choses que j'ai pas faites et que j'aimerais faire. Non, enfin une croix gammée et un tatouage d'Adolf Hitler, ça fait un peu beaucoup quand même à vous. C'est pas Hitler. C'est mon oncle Wagner. Vous avez des projets à venir, des petits secrets comme ça, que vous pouvez nous parler dans le futur Bah oui, j'ai fait un film d'un ami à moi qui s'appelle Nicolas Pariser, qui avait fait Le Grand Jeu, qui était son premier film dans lequel j'avais joué. Après, il a fait Alice et le maire avec Lucchini, qui avait bien marché. Et là, c'est un nouveau film, l'histoire d'un mec qui est parti de Paris pendant longtemps et qui revient et qui se rend compte à quel point il est largué dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Donc il se remet beaucoup en question, il revoit des ex-compagnes, des anciens amis, et il se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Et c'est un très beau portrait, je trouve. Enfin, je crois, j'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est réussi. Et puis après, j'ai un rôle dans un film de Jean-Pierre Jeunet qui s'appelle Violette, d'après un livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, avec Leila Bekti et Mathias Schoenaerts, qui sortira cet hiver. Maintenant, on va parler un peu de Bob Dylan. All right. Oh, I love you, huh? Yeah, so wonderful. Alors en fait, quand j'étais petit, ma mère passait pas mal les disques de Bob Dylan à la maison. Elle était mélomane et assez fan de Bob. Du coup, j'ai grandi avec cette voix, cette guitare, voilà, ce son, quoi. Et quand j'ai grandi, un de mes potes de lycée avait un beau-père qui était très fan de Dylan et qui lui-même écoutait ça. Je me disais, ah mais ouais, quand j'étais petit, ma mère aussi écoutait cette voix. Et avec mon pote Gaël Barbieri, on s'est mis à écouter, c'était l'époque de Infidels. Enfin, c'était un peu après la sortie d'Infidels, parce qu'on avait 14 ans, donc c'était plus dans les années 85-86. Mais ce beau-père écoutait beaucoup Infidels. Du coup, on s'est mis tous les deux, comme deux mômes de 14 ans, qui écoutions en boucle ce disque. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser l'album suivant, et puis l'album avant, et puis encore une autre période. Et puis, je demandais à tout le monde de m'acheter des disques de Dylan. À l'époque, c'était encore les CD. Du coup, voilà, c'est parti de là. Mais c'est quelqu'un qui m'a en fait toujours accompagné, quoi. Il a toujours été dans mes oreilles. Mais qui êtes-vous, Mr. Bob Dylan? Avec mon pote Gaël, on disait du charabia, on chantait par-dessus les chansons. Et puis tout à coup, il y avait une phrase qui nous marquait et qu'on retenait. Par exemple, Sometimes Satan comes as the man of peace, qui est dans Infidels. Ça nous avait marqué, tu vois. Et puis c'est une phrase que je ressors souvent comme un dicton, quoi. Souvent, c'est vrai que Satan se présente comme un homme de bien, tu vois. Donc c'est des punchlines. Après, en grandissant, j'ai fait plus l'effort de rentrer dans le texte et tout ça, mais je trouve que j'ai plein de copains dylanophiles, par exemple, qui ne sont pas du tout anglophones. Et ils aiment tout autant Dylan que moi, sans forcément comprendre toutes les paroles. Je pense que tu peux profiter de ce que raconte Dylan sans saisir chaque mot, chaque phrase. C'est de la poésie en plus. Donc, et puis ce qui est beau avec Dylan, c'est que tu écoutes une chanson une fois, et le lendemain, tu réécoutes la même chanson, elle te dit autre chose, et puis tu la réécoutes 10 ans plus tard, elle te parle encore différemment. Du coup, il y a vraiment un côté un peu sans fin, inépuisable dans les textes, et aussi dans son interprétation qui est unique. Vous avez aussi traduit une chanson de Bob Dylan, j'ai vu. Ouais, j'ai eu la chance pendant le confinement. Enfin, on a eu la chance pendant le confinement qu'il nous balance une perle de 16 minutes, sa chanson la plus longue de son répertoire, pile au moment du confinement. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est un cadeau du ciel. Et je vais essayer de le traduire. J'avais toujours eu envie de traduire des chansons, mais je me dis, ah bah celle-là, je ne vais pas y couper. Et pendant 3 jours, je me suis attelé à ça et j'ai réussi à en faire une version en français, en vers, qui rime. Enfin, j'ai vraiment mis j'ai fait un gros effort et c'est sorti comme ça. J'étais très fier de moi. Je l'ai posté à un pote qui m'a dit, ah mais je vais l'envoyer à Jeff Rosen, son manager que je connais. Un pote à moi qui est attaché de presse. Il se trouve qu'ils ont validé ma traduction. En 2 jours, elle était sur le site de Universal Classic, donc j'étais hyper fier. Merci, mon ami. Après, il y a quelqu'un qui l'a changé avec une autre traduction qui n'était pas ma vraie traduction. Et là, j'ai dit genre, putain, ça c'est vraiment salaud. Du coup, j'ai rappelé le mec en disant, remets ma vraie traduction. Parce qu'elle était quand même mieux, j'avoue, qu'une traduction lambda. Bref, et je me suis dit, après ça, genre,
mais vas-y, continue pendant le confinement, retraduis d'autres chansons de Dylan. Et impossible, j'étais fait pour traduire une seule chanson. J'ai tout mis dans cette chanson. Heureusement, c'est la plus longue, mais et une des très bonnes de son répertoire récent. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la traduire et là, je suis vraiment rentré dans le texte. Et puis, j'ai passé 3 jours avec Dylan. Mais moi, je passe beaucoup de temps avec Dylan parce que je rêve souvent de lui. Et du coup, souvent, je me réveille avec le souvenir d'avoir passé un moment avec Dylan. Et en général, j'essaie toujours de le choper, tu sais, dans mes rêves, de le séduire. Je suis à côté de lui et puis je lui dis un truc qui lui plaît et on finit par être copains et je me réveille en forme là. J'admire énormément sa faculté d'être insaisissable, c'est ça. Dès qu'on pense qu'il va faire ça, il change de braquet, il est assez provoque aussi. J'aime bien son côté provocateur, j'aime bien sa recherche en fait. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est libre et qui n'a pas du tout envie de capitaliser sur son nom, sur sa position, sur son public. Je le vois toujours en concert quand il passe à Paris, donc je l'ai vu beaucoup de fois et c'est pas le genre de mec qui va faire plaisir à son public. Il va même pas concevoir l'idée qu'il a un public. Et s'il avait un public, il lui dirait j'en veux pas. C'est un mec qui est très très libre et ça m'inspire, ouais. Après, je peux pas rivaliser avec Bob Dylan évidemment, mais le côté genre ce qui compte, c'est ton inspiration et la nouveauté et d'aller là où tu as envie d'aller sans être prisonnier d'un système, quoi. Benjamin, c'est devenu un copain depuis maintenant une quinzaine d'années. Comme il savait que j'étais musicien aussi, il m'a invité à passer en studio. J'ai fait quelques basses sur Palermo Hollywood. Après, il m'a dit ouais, mais il faudrait qu'on fasse vraiment un projet tous les deux. On a imaginé Songbook, on a passé énormément de temps à triper, à écouter de la musique, à passer des journées entières ensemble. Puis la tournée était magique, c'était juste avant le confinement en plus. Du coup, il y avait un côté un peu la dernière tournée. On était dans notre bus, on a traversé la France, on a fait quand même 50 dates. Il y avait un côté magique, comme il y a souvent dans les tournées de rock, mais là, on était vraiment deux potes, totalement libres de faire ce qu'on voulait. On changeait de répertoire tous les soirs, et puis j'ai profité de son talent, de son expérience, et puis de son charisme. Voilà, j'ai eu énormément de chance, et puis j'ai toujours eu énormément de chance d'être son ami. On a des projets, mais il a tellement de choses à faire, et moi aussi tellement de choses à faire de mon côté, que le seul truc qu'on a réussi à faire récemment, c'est un bar. Le Rosebud. Le Rosebud, exactement. Je suis allé, je suis allé en octobre. Ah bah voilà. Je suis allé et j'ai discuté avec Benjamin. Elle était là ? Ah bah voilà. Bah donc voilà, ça c'est un projet qu'on a entre potes, d'avoir repris ce bar à cocktail à Montparnasse. Et du coup, on s'y retrouve, on écoute de la musique, on discute. C'est vraiment un très bon copain, ouais. Mais je l'admire aussi énormément comme artiste. Il ne dit pas tout parce qu'il a eu le prix Brassens très récemment. Il est timide. J'ai un texte de Benjamin Biolay qui est le parrain c'est pas vrai. À 7. Voilà. C'est vrai. Il y avait Jean Faux qui était le prix. Bien sûr. Donc c'était le prix de mon prix. Génial, mais tu l'as dit à Benjamin en octobre ? Tu l'as vu au Rosebud ? Non, parce que je l'ai revu ici en février et le prix c'était en fin février. Ah d'accord. Et donc tu l'as revu ? En octobre, je l'ai revu à cette occasion. Mais donc t'écris des paroles de chansons pour qui ? Pour moi. Des chanteurs aussi. Et il fait notre générique.